je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vidéo un petit peu spéciale car il s'agit un petit peu, on va dire, d'un nouveau format. Donc le format chronique qui arrive donc chez Selvarion. Et bien entendu, dans ce format chronique, je tiens à vous préciser que je vais parler de l'intégralité d'une série qui est terminée. Et je vais aller en détail sur cette série, c'est-à-dire que malheureusement, cette vidéo va être extrêmement spoilante. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore tout simplement lu cette série, qui s'y intéressent ou alors qui sont en train de la lire, eh bien je vous conseille de regarder avec parcimonie bien entendu cette vidéo. Donc au début bien entendu je vais présenter des tomes, je vais parler un petit peu des personnages sans être évidemment trop spoilant. Par contre plus je vais avancer dans la vidéo, plus je vais forcément arriver vers la fin de la série et plus je vais donner des détails, plus je vais donner mon avis. Donc pour tous ceux qui ont déjà lu et complété la série, donc évidemment cette vidéo s'adresse à vous. Pour ceux qui sont en train de la lire, au pire vous la visionnerez un petit peu plus tard. Donc voilà, je tenais vraiment à préciser avec vous le fait extrêmement spoilante de cette vidéo. Vous n'êtes pas du tout habitué à ça sur ma chaîne, parce que j'en fais un petit peu mon cheval de guerre de ne pas vous spoiler, mais pour un format chronique c'est très difficile de parler de l'intégralité d'une série sans bien entendu parler des faits et de parler plus en détail évidemment de ces fameux faits. Donc ça c'était évidemment pour l'introduction. Donc évidemment la série que je vais vous parler aujourd'hui c'est bien entendu Dusk Maiden of Amnesia. Et vous savez très bien que c'est une série qui me tient particulièrement à cœur, c'est une de mes séries préférées. Le personnage de Yuko est un personnage que j'aime énormément, mais vraiment que j'aime vraiment beaucoup, et qui m'a fait passer énormément d'émotions tout au fil, au fur et à mesure bien entendu de cette série, que ce soit par le manga papier ou alors par le biais de l'animé. Donc dans cette vidéo je vais un petit peu regrouper les deux, je vais vous parler des différences entre le manga et l'anime, et croyez-moi il y en a vraiment beaucoup. Donc pour commencer, eh bien, je vais vous présenter une fois encore tous les tomes de la série. Donc voilà pour le tome numéro 1. Le tome numéro 2 qui pour moi est dans un sens le plus intéressant à interpréter. Quand on voit Yuko ici avec pas mal de mélancolie, on a l'impression qu'elle a limite peur un petit peu de ce bâtiment qui est derrière. Et je trouve cette couverture vraiment extrêmement intéressante. Après ce n'est que mon avis bien entendu. Ensuite forcément le tome numéro 3 qui est encore magnifique avec une quatrième de couverture absolument sublime. Donc je passe un petit peu rapidement, je vous montre pas les pages en papier glacé qu'on a à l'intérieur, elles sont toutes absolument somptueuses. Mais sinon cette vidéo va durer 1 heure, donc il faut quand même un petit peu que j'avance. Le tome numéro 4, toujours avec une Yuko toujours aussi sublime. Le tome 5 qui est un petit peu un ovni. Quand on voit la tête de Yuko on a l'impression qu'elle est un petit peu droguée, c'est plus trop où elle en est. Par contre la quatrième de couverture déboîte totalement, donc voilà forcément. Ensuite le tome numéro 6 bien entendu, où on voit une Yuko qui a une tête un petit peu coupée. Le tome numéro 7, bien entendu, toujours aussi magnifique, comme vous pouvez le constater. Le tome numéro 8 également, qui est un de mes tomes préférés. On voit Yuko un petit peu dans le coucher de soleil. Je trouve l'effet de lumière absolument magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup ce tome. Le tome numéro 9, bien entendu, qui est un tome extrêmement décisif dans la série, avec encore des couvertures somptueuses. Et enfin ce tome 10 que bien entendu, qui marque bien entendu la fin de la série avec une... Bon, je vais venir rapidement sur ce petit autocollant que je trouve pas vraiment nécessaire. On a juste Coyote Mag, voilà, qui se permet de faire sa petite publicité en faisant passer la série, comme vous pouvez le constater, pour quelque chose de dépressif, pour consanguin attardé. J'aime pas du tout ce commentaire. Alors, solitude, mal-être, traumatisme... ok, d'accord, ça peut correspondre au personnage de Yuko tout au long de l'aventure, on est d'accord. Mais avons-nous vraiment besoin d'avoir sur le dernier tome d'une série aussi excellente un petit truc comme ça? Honnêtement, voilà, je vous avoue qu'à la fin de la vidéo, je l'enlèverai avec le plus grand des plaisirs, et surtout la quatrième de couverture que j'adore, où on voit nos deux petits tourtereaux bien entendu. Donc ça évidemment c'était pour la présentation des tomes que vous connaissez bien entendu si vous avez suivi ma chaîne depuis le début, depuis que je parle de Dusk Maiden. Maintenant je vais parler assez rapidement des deux personnages. Donc pour commencer, le personnage de Yuko. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé tout au long de cette aventure, à part que forcément un gros coup de cœur pour ce personnage, vous allez vous en rendre compte par la suite de cette vidéo. Eh bien un personnage qui bien entendu est décédé 60 ans plus tôt dans des circonstances qui ne sont pas vraiment expliquées au début de la série, qui évidemment nous seront révélées et qui sont absolument effroyables, je vais y revenir. Un personnage triste, seul, qui a beaucoup de problèmes, qui a également un dédoublement de la personnalité qui l'effraie parce que
Ce dédoublement, c'est entre guillemets son ressenti négatif au moment de sa mort, et bien entendu, tous ses souvenirs passés sont à l'intérieur de ce deuxième personnage. Il va y avoir sa rencontre avec Taichi qui va illuminer son existence, parce que imaginez, ça fait 60 ans qu'elle erre sans but dans un établissement auquel elle ne peut pas aller plus loin parce qu'elle est emprisonnée dans cet espace-là. Et tout ce qu'on peut dire sur Yuko, c'est bien entendu que c'est un personnage extrêmement touchant. Pour moi, elle a un petit peu, je vais aller très loin, mais les caractéristiques un peu de pour moi, ce qui pourrait être la femme parfaite au niveau de son caractère, tout simplement au niveau de ses réactions vis-à-vis de certaines situations. Je vous en ai même préparé une où pour moi j'avais eu mais alors un immense coup de cœur, je me suis dit, oh mon dieu, cette fille, mais elle est parfaite. Donc voilà, pour vous dire à quel point ce personnage ne me laisse pas du tout indifférent. Et bien entendu, donc le personnage de Yuko qui par la fin va avoir une sorte d'happy end, je vais y revenir. Un personnage évidemment qui tout au long de la série va en prendre plein la gueule, on va la voir triste énormément de fois. Énormément de fois, ça m'a peiné, je me suis dit, mais c'est pas possible, l'auteur va-t-il la laisser tranquille? Donc voilà, ça c'est pour Yuko, pour résumer un petit peu. Ensuite, le deuxième personnage évidemment que je vais évoquer, c'est évidemment son amoureux Taichi, qui à la base est un personnage que j'ai trouvé peu crédible, qui était un petit peu tout chétif, parce qu'il fait une tête de moins déjà que la fille, et qui pour ma part, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait un petit peu dans cette aventure, qu'est-ce qu'il va lui apporter? Et en fait, il va prendre Yuko à bras le corps, il va vraiment l'inciter à retrouver son passé, à essayer de s'en sortir pour qu'elle évolue, pour qu'elle arrête d'avoir une existence assez, je vais pas dire misérable, mais assez difficile pendant toutes ces années. Et du coup, il va réussir à la soulever, à la porter, bon, malgré des événements qui vont être assez compliqués par moments, on va y revenir bien entendu. Et un personnage de Taichi qui m'a impressionné, surtout à la fin de l'anime, j'y reviendrai, je spoil un petit peu en fait proprement ma vidéo, et du coup, un personnage qui m'a plu, qui à la fin, mais Monsieur Taichi, respect. Respect parce que il a fait tout ce qu'il fallait pour Yuko, que ce soit à travers le manga ou à travers l'anime. Il l'a toujours respecté, il l'a toujours aidé, il l'a toujours soutenu. Et surtout, voilà, c'est l'amour impossible entre un fantôme et un mec bien réel. Et c'est ça un petit peu qui est beau également dans ce manga. Allez, on enchaîne un petit peu dans cette vidéo parce que je sens qu'elle va durer très longtemps si je me lance un petit peu dans beaucoup d'explications. C'est pour ça que je vous ai fait carrément un plan assez détaillé, bien entendu, de ma vidéo. Tout simplement pour éviter, voilà, que je parle trop longtemps de telle ou telle chose. Donc c'est un petit peu pour me structurer, pour que la vidéo avance. Alors on va bien entendu avancer. Maintenant, je vais vous parler des événements qui pour moi ont été les plus marquants. Pas forcément les événements clés de l'histoire parce que sinon... il faudrait que je dépiote absolument tous les tomes devant vous et la vidéo va durer 1h30. Donc je vous ai préparé tout simplement un petit florilège de passages qui pour moi ont été les plus marquants. Et le premier évidemment se trouve dans le tome numéro 1, c'est bien entendu la rencontre entre les deux protagonistes qui se fait évidemment dans l'ancien bâtiment où on a Taichi qui va entendre parler de cette fameuse légende que si l'on entend quelqu'un derrière soi, il ne faut pas se retourner, sinon c'est Yuko, le fantôme du bâtiment. Et j'ai adoré cette rencontre pour la simple et bonne raison que juste ici en bas, on va avoir donc genre Taichi, voilà, qui est super effrayé de la voir, et du coup Yuko va lui dire est-ce que mon visage est si moche que ça, et du coup après juste après que Taichi va lui dire non, bien entendu, j'adore le petit visage de Yuko qui est vraiment en train de rire. Et c'est là que je me suis dit, ce personnage de Yuko ne va pas me laisser indifférent du tout. Et c'est là que j'ai commencé à être totalement intrigué par ce personnage, parce que je me suis dit, elle débarque de nulle part, a fait la fille toute mignonne, comme vous pouvez le constater avec son fameux regard quand elle se retourne, que j'adore tout particulièrement. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé quand elle... lui avoue juste après qu'elle est le fantôme de l'ancien bâtiment, comme si de rien n'était, avec un grand sourire. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier passage. On va pas le développer plus que ça, voilà, c'est vraiment la rencontre entre les deux protagonistes. On continue dans les événements et je passe au tome numéro 2 où on a la première scène où Yuko nous paraît un petit peu néfaste par le biais un petit peu de Kyrie qui va dire un petit peu à Taichi méfie-toi d'elle. Et c'est le passage où bien entendu Yuko... devient un petit peu bizarre, elle devient limite très moche, tout en noir, où elle est assez particulière, et on a l'impression qu'elle essaye déjà de posséder entre guillemets Taichi, et on commence un petit peu à se poser des questions sur ce personnage en se disant finalement est-elle mauvaise ou est-elle gentille? Et pour le coup on va avoir Taichi qui va lui donner une immense confiance, qui va faire confiance évidemment à sa Yuko, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire.
Et par la suite, on va voir que les deux protagonistes vont commencer déjà à se rapprocher les uns des autres. On va avoir Yuko qui va un petit peu lui dire voilà, merci pour tout le bonheur que tu m'as donné en un tome et demi. Et du coup, Teishi va par la suite lui ressaisir la main, voilà, comme ceci. Et là, on va sentir que les deux protagonistes vont commencer à avoir une relation de plus en plus saine entre eux. Et ils vont, bien entendu, se rapprocher petit à petit. Et ça, c'est pour moi une scène qui a été très importante parce que ça montre que entre les deux personnages, on a quelque chose qui se crée, on a un lien qui commence à s'établir. Et bien entendu, dès le début de la série, c'est quand même plutôt pas mal que les deux protagonistes s'apprécient. Donc je passe à un autre événement qui se passe dans le tome 3, et c'est là que je me suis dit que Yuko est tout simplement la femme parfaite, elle est géniale quoi. Petite précision également, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo quand je vous ai présenté les tomes, mais c'est au niveau des tranches que vous avez sur les mangas. Alors sur 8 tomes sur 10, on va avoir une tranche noire avec des couleurs un petit peu différentes. Et là, pour on ne sait quelle raison, pour le tome 3 et 4, eh bien le tome 3 a une tranche verte et le tome 4 a une tranche bleue. Alors ce sont les deux seuls tomes qui sont un petit peu différents. Pourquoi ? Bon, ça reste esthétique, on sait évidemment dans la Bourgatelle, vous vous doutez bien. Je reviens sur mon petit passage du tome 3. Donc je suis désolé si cette vidéo est un petit peu décousue, hein. J'ai tellement de choses à vous dire et tellement peu de temps pour le faire que c'est pas facile. Et en fait, on a le passage où, si vous vous souvenez bien, les enquêtes paranormales se passent encore dans l'ancien bâtiment. Et où ils sont en fait dans l'enquête de la fameuse pierre, la pierre de la malédiction que vous pouvez constater ici même. Et en fait, à ce moment-là, on a Teishi qui dort sur place avec Kyrie et l'autre personnage, la petite fille qui est dans le club paranormal, je me souviens jamais de son nom. Et du coup, Yuko va aller chercher Teishi pendant son sommeil, il va lui dire viens avec moi, il faut que je te montre quelque chose, on part à la recherche de cette pierre. Donc déjà la fille vient le réveiller pour partir un peu à l'aventure, donc déjà voilà, le petit côté que j'aime beaucoup évidemment chez une nana. Et du coup, elle va lui faire une blague de dingue, c'est-à-dire qu'elle va au feutre écrire le nom de Teishi sur cette fameuse pierre de la malédiction, et en fait selon cette pierre, les personnes qui ont leur nom écrit dessus, eh bien on leur jette un sort et entre guillemets, ils vont mourir par la suite. Et en fait ce qui va se passer, c'est que Teishi va découvrir son nom, donc il va paniquer, on voit déjà Yuko qui commence un petit peu à bien se marrer, donc ça j'ai bien apprécié. Et juste derrière, bah voilà, elle va l'attraper, elle va lui montrer que c'est un feutre, donc c'est pas gravé, donc c'est une grosse blague. Et là elle va lui dire, alors attendez, voilà c'est juste ici, tu te sens mal, tu sens la mort venir, elle se fend la gueule, lui il en peut plus de la vie. Et juste derrière, donc elle lui fait, bah voilà, c'était un prétexte pour qu'on passe un moment seuls, tous les deux, genre au clair de lune, dans un endroit un petit peu particulier. Et c'est là que je me suis dit, mais cette fille elle est géniale quoi. Parce que, voilà, tu n'as pas aimé notre petite balade nocturne, elle prend une petite pause, mais toute mignonne, enfin voilà. C'est là qu'on se dit, finalement, cette fille, elle est géniale, quoi. Elle a été le chercher pour lui faire une putain de blague de merde en plein milieu de la nuit. Enfin voilà, quand c'est un personnage, voilà, plein de surprises, très attachant, et c'est vrai que ce tome numéro 3, ce passage-là, j'ai vraiment adoré, voilà, elle lui dit, je voulais te montrer l'école sous un autre jour, voilà, dans un autre contexte. Et c'est ça qui m'a plu, voilà, dans ce petit passage, bon, qui n'a rien d'intéressant au niveau de l'histoire principale, mais c'est là que j'ai commencé vraiment à aimer vraiment ce personnage de Yuko. Ensuite, on va parler d'un autre passage qui se passe dans le tome numéro 4, qui là est un passage absolument décisif, et c'est là que je vais commencer à comparer le manga et l'anime, tout simplement parce qu'à partir de cet événement, eh bien, il va y avoir... l'histoire va un petit peu être bouleversée et certains petits événements ne vont pas se passer de la même façon que ce soit dans le manga et dans l'anime. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, on va avoir Yuko qui va entre guillemets péter totalement un câble et elle va balancer tout simplement Teishi dans les escaliers. Alors on ne sait pas trop ce qui lui passe par la tête parce qu'à ce moment-là, en fait, Teishi veut commencer à aider véritablement Yuko dans sa quête pour l'aider à retrouver la mémoire, son passé, puis pour qu'elle commence un petit peu à reposer au paix au bout d'un moment. Et en fait, voilà, on va commencer à se poser réellement la question, est-ce que Yuko n'est pas manipulé? Ou alors, est-ce que Yuko va devenir extrêmement néfaste? Donc ça, évidemment, dans le manga et dans l'anime, la même scène se passe, donc pas de problème. Cependant,
on va avoir la scène entre guillemets de la réconciliation, où on va avoir Taichi qui va tout faire pour revoir Yuko, comme vous pouvez le constater ici même. Et en fait, dans les deux cas, Yuko a entre guillemets perdu tous ses souvenirs de Taichi, c'est-à-dire que elle ne sait plus qui il a totalement disparu de sa vie. Et en fait, Taichi va tout faire pour revenir dans les bonnes grâces de Yuko. Donc là, dans le manga, il va venir la chercher, il va la prendre par la main, il va l'emmener en courant sur le fameux toit du bâtiment où ils se sont rencontrés pour la première fois, où Yuko lui a dit que c'était un fantôme, si vous vous souvenez bien, je vous l'ai présenté tout à l'heure dans le tome 1 au niveau de la rencontre. Et en fait, à ce moment-là, en fait, Taichi va avouer... alors attendez, excusez-moi, je retrouve le passage. Voilà. Il va lui avouer directement ses sentiments. Dans l'anime, c'est pas exactement comme ça. Il va lui dire voilà qu'il tient à elle, qu'il veut l'aider, qu'il veut être là pour elle. Et dans le manga, juste après cela, Yuko va être bouleversée de cette annonce. Et ils vont tout simplement s'embrasser. Donc dans le manga, ils s'embrassent assez rapidement au tome numéro 4. Par contre, dans l'anime, ils ne vont pas du tout s'embrasser avant, je dirais, la fin. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Et dans l'anime, voilà, ils vont se réconcilier, ils vont repartir tous les deux, ils vont se donner un peu des explications, et on repart dans l'aventure. Tandis que là, eh bien, directement dans le tome 4, eh bien, entre guillemets, nos deux protagonistes, voilà, ils sont ensemble. C'est déjà fait. Donc là, le manga prend une tournure un petit peu plus rapide sur la relation entre les deux personnages, ce qui, dans un sens, n'est pas du tout dérangeant. Mais dans l'anime, comment le passage entre les deux personnages où ils s'embrassent et tout va être amené sera beaucoup plus intéressant. Allez, on enchaîne, on continue d'enchaîner parce que la vidéo s'éternise. Donc un autre passage qui se passe là directement à la fin du tome numéro 6 qui m'a un petit peu marqué et qui m'avait un petit peu énervé vis-à-vis de l'auteur parce que je me suis dit que Yuko, au bout d'un moment, elle mérite un petit peu d'être heureuse et d'être en paix. Et ça a été cette dernière image, tout simplement, où on la voit, mais dans la souffrance encore la plus totale. Ça m'a... C'était dur. Et en fait, c'est au moment où elle commence un petit peu à s'intéresser à son passé. Il y a une nouvelle pièce qui est révélée. Elle retrouve des objets qui lui appartenaient il y a plus de 60 ans. Et d'un seul coup, eh bien, on a entre guillemets son double qui vient derrière elle. Es-tu prête ? Qui lui dit, voilà, es-tu prête à tout simplement découvrir ce passé ? Est-ce que tu... T'es tout simplement voilà, prête à avancer et à accepter tout ça. Et la réponse de Yuko quand Taichi arrive pour lui venir totalement en aide, hein, totalement dans cette situation, eh bien c'est ça. Et là, je me suis dit, l'auteur, au bout d'un moment, faut la laisser tranquille. Elle mérite juste le repos éternel et la joie, cette fille. Elle a été sacrifiée dans des circonstances absolument abominable. Pendant 60 ans, elle a erré seule, sans but, dans la solitude la plus totale. Et finalement, quand elle a Taichi, qu'elle peut être heureuse et tout ça, qu'elle essaie de découvrir son passé, eh bien on la voit encore en train de pleurer dans la grande souffrance encore. Donc c'est là que je me suis dit, franchement, ce personnage, eh bien n'a pas fini de souffrir. Et dans un sens, c'est un petit peu le cas. Donc là, voilà, c'était un passage assez rapide, c'est juste pour marquer que la fin de ce tome 6 m'avait... franchement, mis les larmes aux yeux, je vais être honnête avec vous, hein, je vais être honnête très avec vous, je suis quelqu'un de très émotif quand il s'agit des personnages fictifs que j'adore, je suis comme ça, par exemple, vous me mettez le Roi Lion, la mort de Mufasa, je vais chialer comme une merde à tous les coups. Mais à tous les coups. Et là, dans Dusk Maiden, combien de fois j'ai versé une larme, je ne compte pas au niveau des tomes. Et au niveau de la fin de l'anime, je vous le dirai tout à l'heure, mais j'aurais pu être sponsorisé pour Kleenex, hein, sans aucun problème. J'ai pas honte de le dire, je suis comme ça, je suis émotif, je pleure facilement devant les films et tout. Par contre, dans les choses terribles de la réalité, je pleure pas forcément. Parce que je me dis que, voilà, il se passe des choses tellement horribles dans le monde, on fait pas grand chose pour les éviter. Je me dis pourquoi on devrait s'apitoyer et pleurer finalement, alors que... c'est probablement des choses qui sont banales dans le monde, hein. Vous avez par exemple des millions de personnes qui tous les ans meurent de faim. Voilà, on n'en parle pas à la télé, tout le monde s'en fout, je me dis pourquoi on pleurait pour ces gens-là finalement. Donc voilà, j'ai un petit décalage vis-à-vis des choses fictives et des choses réelles, où je vais être beaucoup plus émotif vers des choses, bon je me répète un peu, qui sont fictives mais qui me tiennent à cœur, donc voilà. Voilà, ça c'était la parenthèse vie de Selvarion, on passe à la suite. Alors j'enchaîne évidemment avec une nouvelle scène très décisive, que ce soit entre la différence, et là c'est là que ça marque vraiment les deux fins maintenant diamétralement opposées entre le manga et l'anime. C'est à ce moment-là que les deux histoires vont totalement se séparer. À partir du manga, donc là je parle de la scène où Yuko va fusionner tout simplement avec son autre elle-même.
Et en fait, ça va se passer de cette façon-là dans le manga, c'est-à-dire que Taichi va être endormi sur ses genoux, et voilà, son autre va arriver, va lui demander si elle est prête, elle va lui dire oui. Elles vont toucher chacune leurs mains, et là, entre guillemets, Taichi va être plongé dans les souvenirs de Yuko, c'est-à-dire qu'il va revivre les conséquences et le pourquoi du comment elle est morte et elle a été sacrifiée. Et dans l'anime, ça n'a rien à voir. Il va y avoir un quiproquo, c'est-à-dire que Yuko et Taichi vont être tranquillement en train de se balader, tous les deux en train de s'amuser et tout, et d'un seul coup, la silhouette sombre de la deuxième Yuko va débarquer, et en fait, Taichi va s'opposer entre les deux, parce que la silhouette sombre va vouloir s'unir avec Yuko, et Taichi, en s'interposant, en fait, il va plonger sur entre guillemets la silhouette entre guillemets maléfique de Yuko, et c'est à ce moment-là en fait qu'il va être plongé dans les souvenirs de cette fameuse silhouette de Yuko. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va vivre et ressentir, un petit peu comme dans le manga, tout ce qui s'est passé. Il va tenter de parler constamment à Yuko, mais elle, bah forcément, elle ne va pas l'entendre. Et c'est là que, évidemment, je vais y reparler, enfin, je vais venir juste après avec le tome 9, avec la fameuse mort de Yuko, donc je me réserve. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que les deux histoires se séparent totalement, et on n'aura plus du tout la même suite d'événements. Donc je vais essayer un petit peu de vous les retranscrire. Donc voilà, ça c'était pour l'unification des deux Yuko. Après, évidemment, quand Taichi a fini de visualiser dans l'anime les souvenirs de Yuko, juste après, les deux vont s'unir et ne vont former qu'une seule et même personne. Et là, bien entendu, nous arrivons au moment fatidique de la série, c'est-à-dire la mort de Yuko, qui nous est expliquée par le biais du tome numéro 9. Alors, dans le manga, j'ai été mais alors hyper choqué de l'événement, autrement dit de la décision de balancer Yuko dans l'espèce de sanctuaire en bas de l'escalier pour qu'elle meure de faim et de soif dans... Enfin c'est horrible quoi, franchement c'est juste horrible. Et là en fait ce qui se passe c'est que dans le manga c'est carrément sa sœur qui va la désigner en lui disant véritablement tu seras notre sacrifice, c'est toi qui vas mourir pour notre survie. Et là ça m'a choqué. Ça m'a tout simplement choqué parce qu'on se rend compte en fait pourquoi dans le manga, eh bien la grand-mère de Kyrie, qui est évidemment la sœur de Yuko, pourquoi elle fait tout pour l'éviter, pour la zapper, parce qu'entre guillemets, bah, elle a des remords. Elle a des remords de ce qu'elle a fait, et bien entendu, elle pense que Yuko ne la pardonnera jamais. Et évidemment, dans le tome 10, on va comprendre, et Kyrie va lui dire, voilà, Yuko t'a pardonné, passe à autre chose, mamie, c'est bon, elle est heureuse, elle a trouvé le bonheur, voilà, elle est tranquille. Et pour le coup, dans le manga, mais j'ai été super choqué surtout de cette petite scène là que j'ai trouvée inadmissible. Je vous la lis. L'enfermer vivante après lui avoir cassé la jambe pour empêcher qu'elle ne s'échappe. Mais les mecs, mais vous êtes complètement tarés ou quoi? Déjà, la fille, elle est innocente, c'est une fille exceptionnelle Yuko, elle ne fait de mal à personne. Il y a une bande d'abrutis de connards qui pensent à des trucs complètement arriérés. Tout simplement pour une espèce de malédiction, il faut sacrifier quelqu'un pour les dieux pour que les gens puissent survivre à une maladie. Mais vous êtes tarés. Et en fait, il faut imaginer que ce genre de choses, dans le passé, ça a dû réellement exister. Je dis pas forcément au Japon, mais dans d'autres circonstances. Vous prenez le Moyen-Âge, avec les sorcières et tout ça, avec tout ce qu'on croyait, il y a des gens qui ont été sacrifiés. Vous prenez par exemple, dans notre bonne histoire française, parenthèse historique, désolé. Vous avez par exemple Gilles de Rais, qui était un des capitaines de Jeanne d'Arc pour la libération d'Orléans et tout ça, un héros français, un héros national. Le mec, il est considéré comme barbe bleue. Il a tué des centaines de gamins pour faire des pratiques occultes. Donc vous voyez, les gens barjots, il y en a partout. Et c'est ça qui est absolument terrible. Et là, évidemment, dans ce manga, ça tombe sur Yuko. Donc c'est dégueulasse. Et là, je vais en venir évidemment à l'animé où ça ne se passe pas exactement comme ça. Dans l'animé, vous avez donc la sœur de Yuko qui se fait un petit peu kidnapper, donc qui est considérée, enfin traitée comme sorcière blanche du coup, et qui doit donner le nom de quelqu'un pour un sacrifice. Et ce qui va se passer, c'est que Yuko va retrouver sa sœur, donc elle va l'appeler Yukariko, et au moment où elle entre dans la scène où il y a tous ces hommes qui attendent la décision, entre guillemets, de la sorcière blanche, entre guillemets, sa sœur, et là, elle va être tellement contente d'entendre sa sœur qu'elle va dire son prénom, elle va dire Yuko comme ça, genre aide-moi, sauve-moi. Et ce qui va se passer, c'est que les hommes vont dire voilà, la sorcière a dit un nom, c'est Yuko, c'est elle qui est désignée, et là ça part en live. Yuko va être chopée, va être capturée, et là ils vont la balancer dans l'escalier, et c'est à ce moment-là en fait qu'elle va se casser la jambe. C'est-à-dire que c'est pas les hommes qui vont brutalement lui péter la jambe pour la balancer. Donc là, il y a une... Bon,
c'est tout aussi dégueulasse, on est d'accord. Mais c'est un petit peu moins violent. Et ce qui se passe dans l'anime, évidemment, tout comme dans le manga, donc Yuko est en bas de l'escalier, elle a la jambe en sang, elle a une fracture ouverte, imaginez la douleur de la fille, quoi. Et en fait, dans l'anime, ce qui est bien représenté, c'est que elle est encore dans la lumière, parce qu'il y a les bougies qui sont encore actives, et quand elle voit que les bougies s'éteignent petit à petit, elle commence à entrer, mais totalement dans les ténèbres, et dans une peur et dans une souffrance horrible et ignoble. Et on la voit hurler, elle essaie de ramper, elle essaie de... elle est là, elle dit, mais aidez-moi, sauvez-moi, j'ai rien fait de mal, pourquoi il m'arrive tout ça, quoi. Et du coup, dans le manga, c'est également retranscrit, et ce qui est bien également dans le côté anime, c'est qu'on a Teishi qui apparaît à côté d'elle, donc évidemment, elle ne peut pas lui parler, mais quand elle dit « j'ai faim, j'ai mal, je souffre, j'en peux plus », et on a Teishi qui, à chaque fois qu'elle va dire quelque chose, il va lui dire « je sais, je suis là, je suis près de toi, mais voilà, il peut pas l'aider, et c'est horrible, c'est juste horrible. C'est voilà, l'instant de sa mort est absolument horrible, et dans les deux cas on va voir le son dédoublement, c'est-à-dire que elle pète un peu les plombs, quoi. Elle dit voilà, c'est elle m'a trahi, je lui pardonnerai jamais et tout, et d'un seul coup elle va se calmer, elle va dire non, c'est pas de sa faute, j'aime ma petite sœur, c'est mieux comme ça, je vais mourir, elle est sauvée, et c'est là qu'on voit toute la bonté d'âme de Yuko. Ce personnage est fabuleux, voilà, Yuko est génial, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc c'est vrai que le fait d'avoir découvert sa mort par le biais du manga et de l'anime a été pour moi une épreuve, ça se sent même dans ma voix, j'ai la voix qui se resserre, c'est difficile, parce que quand on aime un personnage à ce point-là et qu'on la voit souffrir et qu'on voit ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Combien de fois j'ai eu envie d'entrer dans le manga, de choper tous ces connards, Franchement, je les aurais décapités, puis j'aurais été la chercher en bas d'escalier, je l'aurais porté, je l'aurais sauvé, quoi. Et ouais, c'est vraiment un personnage qui en prend vraiment plein la tronche, et c'est vraiment horrible. Et maintenant, on va parler de la fin du manga et de l'anime, et je vais bien entendu passer à ce fameux tome 10. Alors pour le tome 10, je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense que la vidéo doit en être à peu près à 25 minutes, 30 minutes, donc on va essayer quand même d'accélérer. Pour une vidéo chronique, vous vous rendez compte que ça va être des vidéos qui vont être assez larges parce qu'avec tout ce que j'ai à dire sur chacune des séries que je vous présenterai, forcément, je me fais plaisir, je rends surtout honneur à cette série que j'aime par-dessus tout, donc forcément j'ai beaucoup de choses à vous dire. Allez, j'arrête mon blabla, j'enchaîne évidemment à la fin du tome 10. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais à la fin du tome 9, il y a eu un passage encore, je me suis dit mais c'est pas vrai, Yuko, mais c'est pas vrai, elle en prend encore plein la gueule, c'est ce passage-là, où dans un sens, après la révélation de son passé, elle va disparaître, elle va repartir donc dans l'au-delà, et on la voit dire une dernière fois non, je ne veux pas être seule. Teishi essaie de la rattraper, mais c'est trop tard, elle disparaît. Et en fait, à partir du tome 10, ce qui se passe, c'est tout simplement que Yuko a disparu. Elle est partie, et Teishi doit un petit peu se faire à l'idée qu'il ne la reverra pas. Cependant, il va avoir une idée un petit peu de génie entre guillemets, c'est de relancer des rumeurs comme quoi la Yuko de l'ancien bâtiment, même si on l'a retrouvée, qu'elle a été enterrée, que c'est fait, basta, elle est partie, il va lancer des rumeurs comme quoi elle serait revenue et qu'elle est bénéfique, qu'elle aide les gens, qu'elle protège sur tout le monde. Tout le monde va en parler, en fait, par une sorte de quiproquo. Il pense que ça va la ramener dans notre monde, et du coup que Alors, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, hein. J'ai pas été convaincu par ce système, mais pour le coup, Yuko va réellement revenir dans le monde, et du coup, il va la retrouver par le biais d'une double page en papier glacé qui est au milieu du manga, que j'ai trouvé génial dans les éditions Kana. Donc, Kana, vraiment bravo pour ce que vous avez fait ici, c'est vraiment génial. Et là, je me suis dit, ça y est, elle est revenue. Le passé révélé, tout est fait. Et je me suis dit, ils vont vivre ensemble dans la joie et tout. C'est génial. Et c'est en fait ce qui va se passer. Donc il va y avoir encore une petite enquête un petit peu particulière sous un pont où il y a un personnage qui est assez particulier, donc qui est un autre fantôme qui dit suis-je belle et tout, et qui permet aux autres... qui effraie les gens, et j'ai pas trop compris pourquoi il y avait une nouvelle en fait suite un peu particulière avec un autre fantôme. Sous un pont. Bon bref, c'était un petit peu pour conclure une dernière enquête, je pense, avec Yuko et Teishi. Et en fait, ce qui va se passer, encore un petit passage que j'ai adoré, c'est que le fantôme dit c'est un fantôme défiguré en fait qui demande aux passants si elle est belle. Et on a ce petit passage où Yuko va demander à Teishi suis-je belle, avec un grand sourire, forcément elle est magnifique. Et on a Teishi qui va lui répondre oui, très. Et on voit là tout le côté
amoureux entre guillemets de Yuko vis-à-vis de Taichi, puis l'un envers l'autre, et ça j'ai vraiment apprécié évidemment ce petit passage. Et on a une chose également que je n'ai pas compris dans la fin de ce tome, c'est Kyrie qui devient totalement une exorciste. Donc là par contre what the fuck total. Elle va purifier entre guillemets le fantôme qui est sous ce fameux pont, donc la dame défigurée, et elle va lui dire par les enfers je sais pas quoi, soit purifié, et le fantôme disparaît. Donc là je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. On se dit finalement si c'est une exorciste elle aurait pu faire disparaître Yuko à n'importe quel moment pour qu'elle soit dans la paix. Donc là je me suis dit c'est pas logique, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai pas tout compris. Bref, on va aller à la fin évidemment du manga, et ce qui se passe à la fin c'est que Yuko va réserver une surprise à Taichi, c'est-à-dire que elle va l'emmener dans un bâtiment, elle va se déguiser, c'est-à-dire qu'elle va porter une magnifique robe de mariée qu'elle a trouvée dans le club du théâtre, et du coup elle va lui avouer ses sentiments, elle va lui dire voilà c'est toi que je choisis Taichi, c'est avec toi que je veux être, et Taichi va également lui dire la même chose. Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que les deux protagonistes, voilà, Taichi va dire c'est réciproque, c'est toi que je veux. Ils vont tomber dans les bras de l'un de l'autre, ils vont s'embrasser, et à la fin, évidemment, elle va lui dire allons ensemble au paradis, et ça finit comme ça finit dans la joie et dans l'amour. C'est beau, c'est mignon, c'est une très belle fin de manga qui m'a vraiment plu, mais ça n'a rien à voir avec la fin de l'anime qui m'a fait passer des émotions de malade, et je vous explique tout de suite ce qui se passe dans l'anime. Alors comme je vous disais dans le tome 10, Yuko a disparu après la révélation de son passé. Cependant, dans l'anime, ça ne se passe pas du tout comme ça. Yuko reste dans le monde après la révélation du passé de Taichi avec cette fameuse ombre. Eh bien, Yuko va s'unir avec son autre elle-même et va ne former qu'une seule et même personne qui va rester dans le monde des vivants. Cependant, ce qui va se passer, c'est que on va découvrir son corps dans l'ancien bâtiment et on va l'enterrer. Donc c'est-à-dire on va lui faire les hommages qu'elle mérite, on va l'ausculter, tout ça, on va la déposer en terre. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver dans une grande scène finale où on a nos deux protagonistes qui sont ensemble, qui sont heureux, qui passent un bon moment, ils se donnent à manger l'un l'autre et tout ça. Et d'un seul coup, Yuko, en essayant de donner une omelette, enfin une espèce d'omelette à manger à Taichi, elle va échapper les baguettes pour la simple et bonne raison que sa main va devenir transparente et elle ne pourra plus quasiment toucher les objets. Et là je me suis dit, c'est une blague, elle ne va pas disparaître comme ça et laisser Taichi tout seul. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont être tous les deux jusqu'au moment où Yuko va lui dire écoute, merci Taichi, mais je dois te quitter. Je romps avec toi. Je te remercie pour tout, mais je m'en vais. Et là, rideau noir. Donc là, larmes du côté de Selvarion. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, Taichi va tout faire pour rester avec elle jusqu'au dernier moment de sa disparition. Au tout dernier moment, donc ce qui fait que Yuko lui dit non, je veux que notre séparation soit pure, je me suis fait un engagement en moi-même solennel, je veux pas partir avec des regrets, je veux reposer en paix, je veux être tranquille s'il te plaît. Et Taichi lui dit s'il te plaît, j'ai le droit de rester avec toi jusqu'au dernier moment, ce que je veux c'est être avec toi, et du coup, elle va l'accepter. Donc ils vont repartir tous les deux, et ça j'ai aimé le clin d'œil, c'est-à-dire à l'endroit où ils se sont rencontrés, c'est-à-dire dans le fameux club d'occulte, le fameux ancien bâtiment. Et là, Yuko va essayer de lui parler, et extinction de voix, elle ne peut plus parler, elle commence réellement à trop disparaître. Et là, Taichi lui dit Yuko, je peux plus t'entendre. Elle lui fait un grand sourire, et là, putain, j'ai la gorge qui serre, je sens que je vais chialer dans ma vidéo, c'est la honte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une musique qui démarre, donc je vais être honnête avec vous. Je vous mets la musique, voilà. Et en fait, sous cette musique, Yuko ne peut plus parler et elle va utiliser un cahier pour parler avec Taichi. Elle va lui dire tu ne m'entends toujours pas, il va lui répondre non toujours pas, elle lui met c'est l'heure. Et là les deux protagonistes commencent vraiment à chialer tous les deux. Et elle lui dit écoute, tu te réjouis pas de ce qui se passe. Il dit non, il n'y a pas moyen que je pleure, je suis heureux pour toi. Tu pars dans l'au-delà, c'est l'essentiel. Et du coup, elle va lui dire écoute, j'ai une dernière chose à te demander, à toi Taichi. Et elle lui dit il faut que tu m'oublies, je dois reposer en paix. Et c'est trop dur. Pourquoi elle part comme ça Donc évidemment lui il lui dit t'inquiète pas, je vais t'oublier, je vais tout faire tout ce qu'il faut pour toi. Et elle s'en va. En fait au dernier moment elle commence à disparaître, et là au moment où le crayon tombe un petit peu sur le cahier, elle n'est plus là.
Taichi se lève, il hurle Yuko, Yuko, tu peux pas partir, pars pas maintenant. Et du coup voilà, elle apparaît une dernière fois et c'est à ce moment-là où les deux protagonistes vont s'embrasser. Et c'est là que c'est vraiment beau et entre guillemets pur si je puis dire, parce que on est au moment décisif, voilà, ils s'embrassent et elle disparaît. On voit Taichi qui va rester prostré dans la salle d'occulte pendant 2 jours consécutifs avant de quitter la salle. Je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, ça me prend. On pourrait dire que ça finit comme ça, on a une dernière scène où on voit Taichi qui dit voilà, je suis en train d'oublier Yuko, tous mes souvenirs d'elle, je les mets dans un coin, je les fais partir. Il respecte vraiment sa volonté et c'est là que le personnage de Taichi pour moi a été grand, a été très très grand parce qu'il fait tout pour la mémoire de Yuko, pour se souvenir d'elle, c'est vraiment magnifique. Et à la fin, à la toute fin, il retourne dans le club d'occulte, il voit que tout a été rangé, tout est bien à sa place. Et là, il y a une petite boîte avec marqué dessus ne pas ouvrir. Et ce con va l'ouvrir. Il va découvrir le cahier où ils se sont mis leurs derniers mots. Et là, d'un seul coup, il entend « Ah, tu t'es pas empêché de l'ouvrir ?» Et là, la musique démarre, il se retourne. Et vous avez Yuko. Yuko qui est là, sourire pimpant. Il lui fait « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Elle fait « Bah, je suis désolé, mais je suis de retour. Je crois que je peux pas reposer en paix parce que j'ai encore... un très grand regret. » Mais il lui fait bah c'est quoi, on a tout fait quoi. Et elle lui dit bah c'est notre dernier baiser, ça m'a donné un grand regret, je peux pas partir. Et du coup bah elle lui dit tu dois prendre tes responsabilités Taichi. Donc ils s'embrassent une dernière fois et il y a marqué Yuko a toujours à partir de ce moment là pour l'éternité hanté entre guillemets Taichi, et sont restés ensemble jusqu'à la fin. Donc voilà, je suis désolé, ma voix est merdique, je suis au bord des larmes, ça m'a... Quand j'ai vu il y a une personne qui pourrait témoigner parce que j'ai regardé avec elle du coup le dernier épisode, je voulais vraiment me le réserver après la fin du manga, je voulais découvrir les deux fins en même temps, donc ça a été beaucoup d'émotions d'un coup, j'ai vraiment pleuré, j'ai vu ça hier soir. Donc ça m'a brassé pendant un moment, hein, je vous avoue, voilà, je suis émotif, je suis comme ça, j'aime trop le personnage de Yuko, et de me dire que la série est terminée, que j'aurai pas la suite, donc... Voilà, beaucoup d'émotions, cette série est terminée, ça a été une série vraiment pour moi exceptionnelle. Donc c'est faire une dernière vidéo comme ça, c'est dans un sens pour moi dire au revoir à Yuko, lui dire merci pour cette aventure. Yuko, voilà, j'aime ce personnage, j'ai vraiment adoré. Je vais me refaire je ne sais combien de fois cette série, que ce soit en anime ou en manga. C'est parfait, peu importe comment vous allez découvrir cette série, que ce soit par le biais du manga qui est génial ou par le biais de l'anime qui pour moi a un effet mais tellement romantique à la fin, où il y a tellement d'émotions, c'est démultiplié comparé au manga, mais c'est magnifique, faut découvrir les deux. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur cette chronique qui a été super longue. Je suis vraiment très heureux si vous l'avez vu jusqu'au bout. Vous m'avez vu dans une posture un peu particulière où je suis un petit peu sous le coup de l'émotion. Donc je suis désolé si niveau virilité j'ai perdu 150 points, je m'en fous totalement, voilà. Je suis quelqu'un d'entier, je suis comme ça, je suis quelqu'un d'émotif. Donc je partage avec vous ma grande passion pour cette série qui m'a fait passer des moments exceptionnels, des moments de tristesse dingue. Bref, mes émotions, ça a été vraiment le grand 8 avec cette série, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je profite de cette vidéo d'un sens pour dire au revoir à Yuko, je te remercie pour tout, pour cette série, voilà, pour le personnage que tu as été, ça a été génial. Donc je te fais un grand au revoir. Et voilà, je suis très heureux que vous ayez pu regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire des commentaires, n'hésitez pas à me dire si j'ai été une véritable fiotte, à 2 doigts de pleurer, je m'en fous totalement. Voilà, c'est comme ça, c'est les émotions, que voulez-vous, il faut faire avec. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert l'anime et le manga au niveau des fins, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est diamétralement opposé, laquelle vous avez préféré, si vous avez préféré le côté manga qui pour moi a été un petit peu trop rapide, un petit peu trop surfait, ou alors l'anime qui est bien plus intense entre les deux personnages, où on voit vraiment l'histoire d'amour mais à son paroxysme total, mais c'est d'un romantisme et d'une perfection. Bon, j'arrête d'en parler, voilà, c'est juste parfait. J'avais envie également pendant cette vidéo de mettre des passages de l'anime en question, mais je me suis dit que si je mets des passages de 5 minutes de l'anime, je vais me faire striker la vidéo, donc j'ai pas envie que ma chaîne soit bloquée et soit totalement fermée à cause de ça. Donc du coup, voilà, je vous dis un grand merci pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous.